Salut les Blue Dots, aujourd'hui je vous pose une question. Êtes-vous curieux? Ouais, oui, on va aller voir Curiosity sur la planète rouge. Le 5 août 2012, la Jet Propulsion Laboratory est entrée dans l'histoire. Ils ont réussi à faire atterrir le plus gros robot jamais vu sur la planète rouge. 900 kg. Cet exploit a nécessité 10 ans de travail de la part de l'équipe. Ils ont repoussé la technologie. Puis je peux vous dire, ils ont gagné leur pari. Donc ce robot a été baptisé Curiosity. Pourquoi? Parce que la curiosité, ce ne serait pas la raison même de la vie. Mais Curiosity, cette mission a pour but de savoir s'il y a eu de la vie sur Mars ou il y a de la vie actuellement. On ne sait pas, puis c'est ce qu'il est en train de chercher depuis autant d'années. Depuis longtemps, il y a eu des explorations sur Mars, il y a eu des robots qui ont été envoyés. Puis, à leur grande surprise, ils se sont rendus compte que cette planète-là est beaucoup plus dynamique qu'ils avaient anticipé. Hey, je vous le demande, pensez-vous qu'on est vraiment seul dans l'univers? L'homme a besoin d'aller explorer parce qu'il est curieux de nature. On a soif de l'inconnu, puis Mars, c'est un peu notre nouvelle frontière. Curiosity, c'est un robot qui est équipé d'une batterie nucléaire. Il est capable de communiquer avec la planète Terre, ce qui est quand même extrêmement difficile. Le robot avait été créé pour fonctionner pendant environ 2 ans, dans des conditions extrêmes. Et aujourd'hui encore, il est toujours sur Mars, en train de découvrir de nouvelles choses. Sur Terre, tous les organismes vivants ont besoin de 3 éléments essentiels. Ça prend une source d'énergie comme le soleil ou les activités volcaniques, de l'eau liquide et bien sûr des composés organiques. Expédier Curiosity sur Mars, mais c'est comme envoyer un géologue de terrain qui permet justement de prendre des échantillons, les analyser puis nous donner des informations. Le robot Curiosity est équipé de 17 appareils photo. Ils peuvent faire des plans moyens, des gros plans, ils peuvent même tourner des vidéos. Curiosity est équipé d'un laser qui peut vaporiser une roche gros comme une tête d'épingle. Puis ça, jusqu'à 7 mètres de distance. Par la suite, l'analyse de la lumière émise par la vaporisation, ça permet de déterminer la composition chimique de la roche. Le rover est équipé également d'une foreuse qui pulvérise la roche puis qui rapporte les échantillons obtenus. Par la suite, cet échantillon-là sur Terre, tu l'apportes dans un laboratoire puis est analysé. Mais Curiosity, lui, le laboratoire est là. Fait qu'il ramène l'échantillon puis il l'analyse sur place pour envoyer les résultats par la suite sur la planète Terre. Puis tout ça, c'est fait grâce à son bras qui apporte les échantillons dans 2 laboratoires à l'intérieur du rover. Le premier utilise des faisceaux de rayons X pour identifier les minéraux qu'il y a à l'intérieur de la roche. Et le deuxième, lui, il cherche la présence de molécules organiques qui pourraient avoir été associées à la vie. Curiosity pèse près d'1 tonne. C'est extrêmement pesant. Mais là, il y avait un gros problème. Comment mettre un robot aussi pesant sur le sol de la planète rouge? Ça prenait un nouveau système. Fait que le rover, lui, il est placé entre une coque et un bouclier thermique qui va le protéger des réchauffements lors de l'entrée dans l'atmosphère martienne. Par la suite, il y a un parachute qui apparaît, mais l'atmosphère de Mars est trop mince pour ralentir le rover jusqu'au sol avec un parachute. Les rovers qu'il y a eu avant Curiosity, il y en a qui ont utilisé des ballons qui se mettaient à gonfler puis qui rebondissaient sur la planète. C'est comme des airbags géants pour amortir le choc. Mais ce robot-là, il était bien trop gros pour utiliser des ballons. Fait que là, ils ont essayé de mettre le rover Curiosity sur le dessus, un peu comme le module LEM des missions Apollo, en mettant Curiosity sur le dessus. Mais il était bien trop pesant, fait qu'ils se sont dit, on va le mettre en dessous Curiosity. Donc, en le mettant en dessous, ça va être plus stable comme ça. Fait que là, ils ont commencé à penser à faire un jetpack pour être capable d'emmener le rover qui était rendu en dessous, puis suspendu pour le descendre à l'aide de 3 câbles.
Cette idée-là n'était pas extraordinaire selon les big boss de la NASA. Fait que là, ils sont arrivés avec une proposition. Curiosity va rentrer dans l'atmosphère martienne à peu près 21 000 km/h. Les frottements de l'atmosphère vont le ralentir jusqu'à peu près 1500 km/h. Par la suite, le parachute se déploie. Puis, à 1600 mètres du sol, le module de descente va se débarrasser de sa capsule et puis il va allumer ses rétrofusées. Par la suite, il va se transformer en sorte de grue volante. La grue va libérer le robot Curiosity et le faire descendre avec 3 câbles. Une fois que le rover va être posé au sol, les câbles vont se détacher. Puis par la suite, le module de descente, il va repartir puis il va aller s'écraser un peu plus loin. Tout ça, ça va durer 7 minutes. Il faut que la précision soit extrême. Il y a des millions de petites choses qui vont s'enchaîner, littéralement. Sinon, la partie, oubliez ça, c'est terminé, c'est game over. Mais le problème avec ça, c'est quand ils ont présenté ce projet-là, la NASA, ils tripaient pas bien. Ils trouvaient que ça sortait pas mal d'un film de science-fiction. Ils ne croyaient pas que ça pouvait être possible de faire ça comme ça. Il a fallu qu'ils convainquent les boss que c'était pas une blague, c'était vraiment ça le projet, puis c'était vraiment la meilleure façon de faire atterrir le rover sur Mars. Mais là, il ne faut pas oublier que sur Terre, c'est pas comme sur Mars, hein? On a encore une fois pas la même atmosphère, pas les mêmes paramètres, mais là, il va falloir prouver que ça fonctionne sur Mars, mais avec peu d'informations, puisque sur Terre, c'est différent. Fait que là, c'est là que les tests ont commencé. Pendant 10 ans, il y a eu vraiment des équipes qui ont été séparées pour travailler sur chacune des petites phases de l'entrée sur Mars, parce qu'il fallait pas l'échapper. Imaginez un crash avec un robot de milliards de dollars. Il fallait pas le cracher. Pour tester le parachute, l'équipe s'est rendue à Silicon Valley, dans la plus grande soufflerie du monde. Ils ont eu des problèmes, ils ont eu des embûches. Ils ont déployé cet énorme parachute et puis il a bien fonctionné. Deuxième test, il a éclaté en 1000 morceaux. Mais là, imaginez, après le deuxième test, le parachute éclate. Puis là, ils n'ont pas beaucoup de caméras, pas beaucoup d'informations sur l'origine de cette explosion dans la soufflerie. Mais là, est-ce que ça va mettre en péril la mission? Ils vont ajouter plein de caméras durant les prochains tests, puis ils veulent avoir ce problème-là. Croyez-vous que le problème va arriver? Fait qu'ils réessaient, puis ça fonctionne. Et encore, ça fonctionne. Encore une fois, ça fonctionne. Je peux vous dire qu'il n'y a jamais aucun échec qui était aussi attendu que le parachute qui a éclaté pour pouvoir prendre des informations. Et après le 6e essai, yes! Le parachute éclate. Yeah! Tout le monde était content. Mais c'était quoi le problème? Ils ont analysé les vidéos, ils ont essayé de comprendre, c'était pas évident. Pour finalement se rendre compte que la planète Mars, l'atmosphère, le parachute va s'ouvrir beaucoup plus rapidement parce que l'atmosphère est différente que dans la soufflerie. En plus de ça, quand ils ont ouvert le parachute, il n'était pas à la verticale, mais à l'horizontale. Donc, la force de gravité envoyait le parachute vers le centre de la Terre. Donc, il y a des cordes qui se sont mêlées, puis c'est ça qui a fait que le parachute a déchiré. Ce phénomène-là, on appelle ça une fermeture. Les parachutistes savent de quoi je parle. C'est comme s'il y a un côté du parachute qui se coince dans les suspens. Est-ce que ça va arriver durant la descente? Non, ça ne devrait pas arriver puisque le parachute est à la verticale. Donc, c'est réglé. On continue avec ça. Sur Mars, le parachute, il va mettre 1 seconde à s'ouvrir, contrairement à la soufflerie, que c'est beaucoup plus long. Bon, après que le parachute se soit déployé, le bouclier soit retiré, ils ont besoin d'avoir un radar pour savoir la planète est où exactement. On n'oublie pas que le succès de l'atterrissage, ça va reposer sur une synchronisation parfaite. Fait que ce radar-là, extrêmement sophistiqué, va avoir 6 antennes. Puis chaque antenne va effectuer 20 mesures par seconde pour avoir une précision extrême. Le radar va se déclencher à environ 8000 mètres au-dessus de la surface de Mars. Puis c'est à ce moment-là qu'il tombe à environ 500 km/h. Mais comment le simuler sur Terre? Un F-18. Fait qu'ils ont installé le radar en dessous de l'aile du F-18. Ils vont faire des manœuvres acrobatiques. Il va monter à 15 km d'altitude et puis il va piquer vers la Terre pour aller recueillir des informations et tout est parfait. Par la suite, l'équipe va installer le radar sur un hélicoptère pour être capable de simuler la phase d'approche. Donc, ils vont utiliser le désert qui ressemble beaucoup à Mars, puis ils vont l'essayer. Mais là, ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit problème. La grue va envoyer des signaux sur le rover. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé quelques faisceaux pour les envoyer avec un angle beaucoup plus extérieur pour être capable justement d'avoir une précision accrue pour pas qu'il y ait un ricochet sur le rover en dessous. Et ça a réglé le problème. Par la suite, ils se sont posé la question comment Curiosity va être protégée du
choc à l'atterrissage. Ça va être une autre équipe qui va s'occuper de ça. Avec le rover, il y a 6 roues, il y a des bras de suspension, puis ça va le permettre de circuler sur le sol martien. Il y a des petits problèmes avec les roues actuellement sur Mars. Par contre, les bras de suspension, comment faire pour avoir un rover qui va absorber un choc aussi intense pour l'atterrissage? Et là, le rover, lui, va se poser à environ 1 mètre par seconde. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais n'oubliez pas que ça pèse 900 kg, ce rover-là. 1 mètre par seconde, là, c'est quand même un impact assez violent. Ils ont fait appel à un constructeur de vélo. Pourquoi pas? En réalité, les tubes d'un vélo acrobatique sont capables d'encaisser les chocs dans toutes les directions. S'il faut qu'ils soient extrêmement légers également, pourquoi pas faire appel à un spécialiste dans le domaine? Fait qu'ils se sont adressés à un expert qui a aidé la NASA à concevoir des tuyaux en titane pour absorber le choc de l'atterrissage. Et ça a fonctionné. Fait qu'ils ont fait des tests vraiment poussés parce que le rover va avoir environ 6 secondes pour déployer ses roues avant l'atterrissage. Le train d'atterrissage du rover, pour le barrer, ben, il faut que ça soit un choc. S'ils sont pas bien sortis puis que le rover se pose, tu peux plus la remonter après. Il a fallu que ça se fasse d'une façon assez extrême. Fait qu'ils font ça avec des petites charges explosives qui vont dégager les pattes du rover pour les barrer par la suite. Il y avait des tests d'impact qui étaient vraiment violents également. C'est un peu dur à voir, mais l'ingénieur n'avait pas le choix de passer par là. L'avantage d'atterrir sur ses roues, c'est que le rover il est prêt. Aussitôt qu'il atterrit, let's go, il peut partir puis explorer pour la science. Pas tellement long. Par la suite, ils ont envoyé le rover sur plein de types de surfaces, des roches, des montagnes, de la pierre, de la boue, pour s'assurer qu'il ne restera pas pris. Les dunes de sable étaient vraiment mal vues pour les autres rovers martiens, mais pour Curiosity, il n'y avait aucun problème, il n'était jamais pris au piège. Et Mars fascine l'humanité depuis mais très longtemps. Il y a eu des sondes qui ont survolé Mars. En réalité, ce qu'ils ont vu, c'est un désert froid, aucune vie, pas d'océan ni de forêt. Si jamais la vie existe sur Mars, est de taille microscopique. En 1976, il y a eu 2 sondes Vikings qui se sont posées d'un bout à l'autre de la planète. Ça a été les premiers robots à atterrir sur Mars pour récolter des échantillons martiens. Mais suite à ça, Mars était déclaré planète morte. L'exploration de Mars avait été suspendue pendant au moins 10 ans. Mais là, l'exploration est différente. Les scientifiques se disent, si Mars a déjà accueilli la vie comme on la connaît sur Terre, bien, il y a sûrement de l'eau qui avait été présente à ce moment-là. Puis les canaux puis les vallées, je dirais bien qu'ils ont été sculptés par l'eau. Mais ça se peut-tu qu'ils auraient été modelés par d'autres forces, comme exemple des écoulements de lave? C'est pour ça que la recherche de traces d'eau devient la priorité pour la NASA. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des sondes qui ont détecté dans l'atmosphère martienne du méthane. À l'heure actuelle, il n'y a ni volcan actif, ni vie apparente à la surface de Mars. Mais d'abord, est où la source de ce méthane-là dans l'atmosphère? Est-ce que c'est des activités géologiques enfouies? Est-ce que c'est des micro-organismes? Mais une chose est sûre, Mars a eu jadis l'énergie solaire puis l'eau liquide. On veut savoir si la 3e forme est là pour la vie. Le bras de Curiosity, c'est un véritable chef-d'œuvre de technologie. Vous pouvez le bouger dans plein de directions. Vous pouvez bouger sa taille pratiquement 360 degrés. Son bras, il peut aller chercher des échantillons, les ramener et les remettre dans le rover. Le bras permet de pelleter du sable martien, permet de forer, ça c'est une première. Il y a même une mesure de protection avec 3 forets, parce que si jamais le bras reste pris dans le sol, ben on peut l'abandonner, aller en chercher un autre et continuer l'exploration. Fait que le forage, ça fait des vibrations, ça fait de la poussière, et la poussière est récupérée à ce moment-là. Le bras lui seul pèse 100 kg. La particularité de l'atterrissage de Curiosity, c'est qu'on peut le guider un peu dans sa descente dans l'atmosphère martienne, contrairement aux autres. Ils vont la faire voler légèrement comme la portance d'un avion pour après ça utiliser des petits propulseurs qui vont guider sa position. Fait que ça va faire en sorte qu'elle va pouvoir atterrir à plus ou moins 20 km de sa cible, contrairement à une centaine de kilomètres, tout dépendamment de l'atmosphère martienne. Ça fait en sorte que tu peux choisir un endroit beaucoup plus précis qu'autrefois. Après 5 ans, puis une centaine de scientifiques ont décidé de faire atterrir Curiosity dans le cratère de Gale. Selon eux, c'était le meilleur endroit pour pouvoir être déjà en exploration parce qu'ils voulaient avoir un endroit qui aurait eu supposément de l'eau pour que le rover
puisse déterrer les minéraux plus facilement. Puis le cratère Gale, ben, ça serait un cratère d'impact qui aurait été jadis recouvert d'eau. Et au centre du cratère de Gale, ben, il y a le mont Sharp, puis eux autres, ils veulent explorer ce mont-là de bas en haut, parce que selon eux, le mont Sharp aurait sorti justement des informations sur la vie qu'il y aurait eu sur Mars. Fait qu'à l'été 2011, tout le monde est prêt, on pack le rover, on envoie ça en Floride pour se préparer au lancement. Mais là, il y a un détail qu'il ne faut pas oublier, à tous les 26 mois, la fenêtre pour faire un lancement pour envoyer sur Mars, elle revient. Mais après ça, c'est fini, un autre 2 ans d'attente. Fait que si on veut être prêt, il faut que tout soit prêt à la date prévue de lancement. Donc, par la suite, en Floride, ben, ils ont 5 mois pour préparer le rover Curiosity dans la coupole pour envoyer le robot vers Mars. Le décollage a eu lieu dans une fusée Atlas V le 26 novembre 2011 dans une journée ensoleillée. C'était de toute beauté. Je peux vous dire que tout le monde qui avait participé au projet était là pour voir décoller cette merveilleuse fusée Atlas V. Et ça devait être stressant. Imaginez si elle avait explosé au décollage. Mais non, tout s'est passé sans encombre, parti en orbite terrestre pour par la suite accélérer vers Mars. Et c'est là que l'attente a commencé. Bon, maintenant on est rendu le 5 août 2012. N'oubliez pas qu'elle est partie depuis le mois de novembre. Le vrai Curiosity se trouve à environ 250 millions de kilomètres de la Terre. Ces ingénieurs-là, ils ont travaillé 10 ans de leur vie sur un projet, puis ça passe ou ça casse. Heureusement, tout s'est bien passé. Fait que les ingénieurs ont été capables de communiquer avec Curiosity jusqu'à temps qu'on arrive dans le fameux 7 minutes de l'atterrissage. Là, le 7 minutes a lieu avec des ordinateurs préprogrammés. Mais la Jet Propulsion Laboratory n'a aucun contrôle dessus. Ça se fait d'une façon complètement autonome. Imaginez le stress. Puis en plus, il y a un 14 minutes de délai pour transmettre un message vers la Terre. Donc, ils ne sauront pas avant 14 minutes si la mission s'est bien passée, le rover a atterri ou il s'est crashé, comme la majorité des missions avant. Hey, c'est un peu réaliste. Ils savent que tout est terminé, mais ils ne savent pas ce qui s'est vraiment passé. Les 7 minutes de terreur. Fait qu'on se souvient, déploiement du parachute, largage du bouclier, descente propulsée, la grue qui est prête, séparation du rover et contact confirmé. Overstab. Atterrissage confirmé, posé sur Mars. Party. C'est là que l'équipe reçoit les premières cartes postales de Mars. C'est comme si le rover leur disait « Tout va bien, c'est bien plate pour vous autres de ne pas avoir pu venir avec moi. » Tout de suite, le lendemain de l'atterrissage, Curiosity envoie des images incroyables du cratère Gale. 2 semaines après, les premières photos de sa première excursion arrivent. On voit même les traces produites par les rétrofusées lors de l'atterrissage. 5 semaines après l'atterrissage du rover, il envoie déjà des images assez surprenantes. Ça ressemble à la composition d'un trottoir. C'est des sédiments. Est-ce qu'il y aurait eu de l'eau qui serait arrivée jusque-là? Quand il voit le bloc, ben, il y a des cailloux à l'intérieur qui paraissent un peu ronds. Ils ont comme été érodés par probablement de l'eau qui aurait passé par là. Les cailloux, entraînés par le courant, s'entrechoquent puis s'arrondissent progressivement. Mais le rover est toujours vivant. Les petits bugs, il y en a eu. Ils ont toujours trouvé des solutions pour continuer à le faire fonctionner. Vous pouvez downloader l'application. Vous allez pouvoir suivre la vie de Curiosity à travers Mars en direct avec des belles images. N'oubliez pas que sur Mars, c'est pas des journées, mais c'est des sols. Puis je vais vous faire une petite vidéo sur la planète Mars prochainement. Je peux terminer en vous disant notre Curiosity nous a emmenés dans un autre monde. Qui sait où ce qu'elle va nous mener? Soyez Blue Dot, regardez-le notre ciel parce qu'il est vraiment beau. Le futur, ça commence maintenant.